En marge de la conférence de Munich sur la sécurité, le président du Faso s'est entretenu avec plusieurs personnalités. Parmi elles, le président en exercice de l'Union africaine, Paul Kagame, avec qui la question du sommet de Bruxelles sur le G5 Sahel a été évoquée. Roch-Marc Christian Kaboré a aussi parlé de réalisation d'infrastructures et des énergies renouvelables avec des partenaires du Burkina Faso. Des détails dès le début de ce journal. Il fait partie des légumineuses ayant une valeur nutritionnelle exceptionnelle parmi les cultures vivrières au Burkina Faso. Le niébé, beaucoup cultivé dans la province du BAM, est aussi une source de revenus pour de nombreuses personnes, dont plus de 4000 femmes organisées en association. Et le niébé fait partie des légumineuses qui seront célébrées le lundi prochain dans la région du Centre-Nord. Nous en parlerons avec le ministre de l'Agriculture, invité de ce 20h. Dans l'actualité également, la douane burkinabé a saisi une importante quantité de drogue qu'elle a présentée ce samedi à la presse. Le camion d'origine malienne caché dans ses entrailles ce produit totalement prohibé. Cette saisine est l'aboutissement du travail de la direction des enquêtes douanières. En Afrique du Sud, tout juste après son intronisation, Cyril Ramaphosa a prononcé son premier discours de président hier soir. Devant le Parlement réuni au Cap, il a tenu un discours rassurant destiné à panser les profonds maux causés par son prédécesseur Jacob Zuma. La lutte contre la corruption sera son principal défi. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cela dit, le président du Faso, qui est actuellement à Munich pour la conférence sur la sécurité, a eu une série d'audiences avec des personnalités. Avec le président en exercice de l'Union africaine, Paul Kagame, les échanges ont porté sur la caution morale de l'Union africaine en prélude au sommet de Bruxelles sur le financement du G5 Sahel. Roch-Marc Christian Kaboré a également accordé des audiences à des partenaires au développement du Burkina Faso. On voit cela avec notre envoyé spécial Draman Guinée. Le président du Faso est allé réaffirmer le soutien du Burkina au nouveau président en exercice de l'Union africaine. Paul Kagame et Roch-Marc Christian Kaboré ont fait le tour des grandes questions africaines, surtout dans leur volet sécurité. Il a évoqué notamment la situation au Sahel, notamment les défis sécuritaires, avec le problème du terrorisme que nous vivons, évoquer l'organisation du G5 avec la force conjointe pour faire face à ces problèmes de terrorisme et la réunion à venir à Bruxelles qui va se tenir donc dans la capitale belge sur le financement de la force conjointe. Et vous savez bien que l'Union africaine est bien présente dans cette réunion et aux côtés du G5 pour l'appuyer à se structurer de sorte à pouvoir recevoir, gérer les différentes contributions que les différents donateurs dont au G5 donc, pour lui permettre de mettre sur pied la force conjointe. À son retour à l'hôtel, Roch-Marc Christian Kaboré a reçu le ministre japonais des Affaires étrangères. Taro Kono a manifesté le soutien du Japon au Burkina dans les domaines de l'agriculture et des travaux publics, surtout le financement du bitumage de la route Gunguen-Fada, frontière du Niger, dont l'accord sera signé le 2 mars prochain à Ouagadougou. Nous sommes en train de faire le nécessaire maximal pour réaliser la visite au Japon de son Excellence Monsieur le Président du Faso. Donc à cette occasion de l'éventuelle visite du Président au Japon, nous allons organiser un forum économique de Burkina Faso au Japon afin de développer davantage la relation économique entre les deux pays. Toujours sur le sujet des affaires, le président de l'Association des entreprises allemandes en Afrique a confirmé au président du Faso l'augmentation des investissements allemands au Burkina. Les infrastructures et l'énergie intéressent plus les investisseurs allemands. On a envoyé une délégation quelques mois avant pour venir à Ouagadougou. Ils ont identifié des projets d'énergie conventionnels, mais aussi renouvelables. Vous savez que l'Allemagne est très connue pour les énergies renouvelables et on veut venir et investir dans ce secteur aussi au Burkina. Le président du Faso a aussi reçu une délégation de la diaspora burkinabé en Allemagne. Le président du Conseil supérieur des Burkinabés de l'étranger de la Bavière fait une doléance au président du Faso. Les Burkinabés de l'Allemagne veulent que le Burkina formalise le principe de double nationalité
pour leur permettre de l'acquérir aussi en Allemagne. L'Allemagne et puis un certain nombre de pays ont la spécificité qu'en tant que Burkinabé, on n'a pas la possibilité d'avoir la double nationalité si l'État, le pays d'origine, ne dit pas clairement, n'exprime pas clairement que le Burkinabé ne peut pas perdre sa nationalité. Donc, parce que l'Allemagne interdit la double nationalité, si ce n'est pas ce cas exceptionnel-là où on ne peut pas perdre sa nationalité d'origine. Sur cette question, le Conseil supérieur des Burkinabés de l'Allemagne a eu assurance du président du Faso. Des initiatives sont en cours pour régulariser la situation. Ici, au Burkina Faso, le comité de pilotage des pôles de croissance a tenu sa deuxième session hier dans le Sourou. La session a été présidée par le Premier ministre et elle a réuni les acteurs intervenant dans les différents pôles de croissance ainsi que les partenaires techniques et financiers. Les échanges ont porté sur la stratégie de promotion de ces pôles de croissance afin qu'ils contribuent à l'édification d'une économie dynamique au Burkina Faso. Plus de précisions avec Yves Rwamba et Yacouba Agoro. Le Premier ministre Paul Kabatieba veut donner un coup d'accélérateur au développement des pôles de croissance au Burkina Faso. À cette deuxième session de l'année 2017 du Comité national de pilotage des pôles de croissance tenu dans le Sourou, il a été question de présenter l'état de mise en œuvre des résolutions et recommandations de la première session, de faire le point sur la préparation des pôles de croissance, d'examiner et d'adopter la stratégie nationale de promotion des pôles de croissance. La stratégie nationale des pôles de croissance pour la période de 2018 jusqu'à 2030 a été examinée et adoptée par le Comité national de pilotage. Maintenant, cette stratégie nationale, comme le veut la procédure, sera soumise à l'assentiment, donc à la décision du Conseil des ministres avant son opéralisation. Alors, ce document va permettre donc d'amplifier les effets du plan national de développement économique et social. Et il y a également l'agropole de Samandeni. Et puis naturellement, il y a des projets de création donc, de pôles de croissance également dans la région de l'Est et puis donc au Sahel. Alors tout cela donc vise, comme je l'ai dit, à amplifier l'impact du plan national de développement économique et social en tirant parti des potentialités locales, des richesses locales, en créant des chaînes de valeur. Créé en juillet 2013, le Comité national de pilotage des pôles de croissance tient 2 sessions par an et est présidé par le Premier ministre Paul Kabatieba, avec à ses côtés une vingtaine de ministres comme membres, en plus des autres acteurs. Autre point de l'actualité, la filière Niébé connaît actuellement de beaux jours, notamment dans la province du BAM où elle est très développée. Nous faisons un zoom sur une association de femmes qui s'illustre très bien dans la production de cette légumineuse. Il s'agit de l'Union provinciale Namalgabzanga du BAM, dont les membres sont plus de 4000. Depuis 2011, les membres de cette union travaillent à promouvoir le Niébé et elle arrive à subvenir à leurs besoins. Yacouba Gamene et Aruna Mari. En première ligne pour l'épanouissement de l'autre moitié du ciel à Kongoussi, ces dames. Elles sont membres de l'Union provinciale féminine Namalgabzanga pour la promotion de la filière Niébé au BAM. Le projet a vu le jour grâce à l'engagement de cette dame, aujourd'hui présidente de l'Union. Mon mari m'a offert 7 hectares de terre aménagée. Avant de semer le niébé, j'utilise un tracteur pour les labours. L'organisation compte en tout 125 groupements repartis dans les 9 communes de la province du BAM. 4600 femmes y adhèrent. Dès les premières heures de création de la structure, cet homme a mis une partie de ses terres à la disposition des femmes. Si les femmes sont épanouies, les hommes sont soulagés. La femme utilise ses revenus pour prendre en charge l'éducation des enfants, l'achat des vêtements. En dehors du champ collectif, chaque membre de l'Union dispose de son propre lopin de terre. Il y a des périodes pour semer le niébé. Nous faisons en sorte qu'à la période indiquée, nous soyons au rendez-vous. Pour avoir les mêmes niveaux de production, nous utilisons les pesticides contre les insectes nuisibles. Le combat mobilise des partenaires de la structure. Ensemble, ils élaborent le plan triennal
de l'organisation pour la période 2018-2020. À leur niveau, les difficultés qui sortent premièrement, c'est surtout la mise en place, la réalisation des activités, notamment par les manques de moyens et les manques de renforcement des capacités, notamment les formations. Elles ont la bonne volonté, mais des fois, ils ne savent pas ce qu'elles doivent faire et comment elles doivent faire. Et ensuite, maintenant, vient le manque de moyens matériels. Les récoltes des 125 groupements sont stockées dans ce magasin. Les femmes choisissent ensuite la bonne période pour la vente. Les activités que nous menons nous procurent beaucoup de revenus. Nous utilisons ces revenus pour l'éducation de nos enfants et pour les besoins de nos familles. Nonobstant les acquis engrangés sur une dizaine d'années, ces braves dames veulent aller plus loin, mais le chemin est parsemé d'embûches. Il y a un déficit d'engrais chimiques pendant l'hivernage. Nous sollicitons la mise en place de banques agricoles qui pourront nous accorder des crédits souples pour nos activités. L'Union participe aux journées des légumineuses pour se faire entendre et récolter des lauriers, comme ce premier prix remporté en 2016 à Dakar. Et le Niébé sera bien sûr à l'honneur à la journée des légumineuses qui sera célébrée lundi prochain à Koumbané, une localité située dans la région du Centre-Nord. Nous en parlons avec le ministre Jacob Ouédraogo de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Alors, tout d'abord, peut-être une réaction sur le travail de ces femmes que vous avez suivies dans le reportage. Oui, je félicite ces femmes de Namangrabzanga qui sont une référence dans notre pays. Comme vous l'avez vu dans le reportage, ils ont eu un prêt au niveau de la sous-région et elles ont récupéré ces prêts-là au niveau du Sénégal. Donc toute la sous-région était concernée. C'est dire que ces productrices ont compris qu'il y a une certaine nécessité de produire des légumineuses du Niébé précisément. Et elles ont même dit dans le reportage qu'il y a des bénéfices certains dans cette production parce qu'elles arrivent à résoudre un temps, soit peu, des problèmes de leur famille et aussi faire en sorte que les enfants puissent aller à l'école, s'occuper de la santé de toute la famille. Donc c'est quand même quelque chose de très important que de soutenir ces femmes et de faire en sorte qu'elles s'épanouissent davantage. Alors, venons-en au thème de notre entretien, la journée des légumineuses, prévue donc le lundi prochain. Tout d'abord, quand on parle de légumineuses, il s'agit de quelle culture et quel est l'intérêt à faire sa promotion? Oui, des légumineuses, on peut définir comme étant des plantes dont les graines sont contenues dans des gousses. Juste une simple définition. Et pourquoi promouvoir les légumineuses? Nous avions déjà plusieurs fois dire que les légumineuses sont des plantes qui fixent l'azote dans le sol, donc pour la fertilisation même des sols. Ça, c'est un premier élément. Les légumineuses contiennent des protéines et contiennent des sels minéraux, contiennent des vitamines, ce qui fait que ça joue sur l'alimentation et sur la nutrition des enfants, des femmes enceintes et même des personnes âgées pour leur donner quand même un certain nombre d'éléments essentiels à la santé. Alors, donc, il y a aussi le volet économique que nous avons abordé tout de suite parce que les femmes qui sont les plus grandes productrices de légumineuses dans notre pays travaillent à ce que cette production puisse leur procurer des revenus et améliorer leurs conditions de vie. Alors, oui, allez-y. Oui, donc il y a ce volet, mais il faut aussi se dire que dans notre pays, il n'y a pas que le niébé qui est considéré comme des légumineuses qui sont produites. Il y a le wanzou, les pois chiches, et puis l'arachide et autres éléments, le soja. Donc tout ça, nous faisons en sorte que la promotion se fasse dans notre pays. Et justement, quel est l'objectif du gouvernement en organisant la journée des légumineuses? La journée des légumineuses, il faut revoir un peu la genèse. Au niveau des Nations Unies, on avait retenu l'année 2016 comme étant l'année internationale des légumineuses. Et en mettant en place une journée, une année internationale des légumineuses, c'est d'abord sensibiliser
tous les pays du monde à faire en sorte que cette production puisse contribuer un tant soit peu à l'épanouissement économique de nos pays, mais aussi dans la résilience des changements climatiques, pouvoir aussi travailler à fixer l'azote dans les sols et faire en sorte que cette production puisse s'accroître un peu partout. Vous savez que les légumineuses ne consomment pas autant d'eau que les autres céréales. Il y a beaucoup d'avantages à faire en sorte que ces légumineuses soient promues. Donc, après l'année internationale des légumineuses, la clôture a été faite au Burkina Faso ici, et à Ouagadougou, nous avions souhaité qu'il y ait une journée mondiale des légumineuses. La déclaration de Ouagadougou, qui devait être adoptée par les Nations Unies à l'Assemblée générale de 2017. Et le dossier est arrivé et nous suivons ce dossier pour 2018. Donc l'intérêt, c'est de faire en sorte de poursuivre la sensibilisation de tous les pays du monde et faire en sorte que ces légumineuses prennent vraiment une place de choix dans les productions agricoles. Alors, Monsieur le ministre, cette année, c'est la localité de Koumbia qui va abriter l'événement. Pourquoi avoir porté le choix sur cette localité? Et Koumbia, c'est tout simple. Koumbané, et c'est très simple. Vous savez que l'année internationale des légumineuses a eu sa clôture au niveau de Kongossi, là où la dame de Namangbzanga produit. Et la FAO qui accompagne qui a accompagné l'année internationale des légumineuses et qui a accepté que la clôture se fasse au Burkina Faso, a financé un projet au niveau du Burkina qui concerne 2 régions, la région du centre-nord et la région du nord. Et la première cérémonie qui a eu lieu au niveau de Kongossi, maintenant, la seconde organisation qui concerne les légumineuses aura lieu à Koumbani, dans la région du nord, notamment la commune rurale de Namiskuma. Alors, et quel sera le contenu de cette journée le lundi prochain? Bon, cette journée, la contenu sera très riche en bilan, parce que vous avez vu que suite à notre organisation de 2016, on a retenu de venir au Burkina Faso pour justement commémorer une journée des légumineuses. Et en dehors des discours, bien entendu, il y a une distinction qui sera faite au président du Faso et à la première dame. Si vous vous souvenez très bien, la première dame s'est lancée à accompagner les productrices de légumineuses. Elle a même obtenu le financement dont le projet dont le lancement a été fait le 27 décembre à Ouéguia. C'est sur ces sites qu'on va aller recevoir nos plus hautes autorités de la FAO, et aussi faire en sorte que dans cette célébration, nous puissions effectivement visiter les sites qui sont retenus au niveau de Koumbané, parce que là aussi on produit beaucoup de niébé. D'accord, merci Monsieur le ministre. Mais avant de vous laisser partir, nous allons parler d'autre chose et suivre ensemble ce reportage. La campagne cotonnière 2017-2018 n'a pas été bonne pour bon nombre de producteurs. Vous le savez déjà, certains producteurs pointent du doigt les intrants qui n'auraient pas été de bonne qualité. La question fait polémique et divise même les acteurs de la filière coton. Dans l'espoir de faire baisser la tension, l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina a donné des éclairages sur les raisons de la baisse de la production. Le point de la conférence de presse avec Moumouni et Barou. Depuis fin août 2017, la tension ne cesse de monter au sein des sociétés coopératives des producteurs de coton du Burkina Faso pour cause de la mauvaise campagne. Ayant pris connaissance de la situation, l'Union nationale des sociétés coopératives des producteurs de coton du Burkina Faso, l'UNPCB, a aussitôt porté cette préoccupation devant l'agence interprofessionnelle du coton du Burkina Faso afin de dégager des pistes de solutions. Une formule pour réduire le modèle des crédits intrants afin de soulager les producteurs. Les producteurs supportent une partie et les sociétés cotonnières supportent l'autre partie. La partie qui va rester pour les producteurs
je vais demander aux sociétés cotonnières et les banques d'exonérer en 2 ou 3 ans. La question des suspensions de la culture du coton génétiquement modifié, CGM, est un autre point de désaccord entre certains producteurs et leurs structures de base. Là, l'UNPCB s'en tient à la décision de l'ASCB. L'UNPCB est pour le coton génétiquement modifié, CGM, car nous sommes tous conscients de cet avantage. Cependant, pour l'intérêt général de la filière coton du Burkina, les échanges continuent au sein de l'ASCB pour trouver la meilleure variété. Dans tous les cas, la position de l'UNPCB est claire. Réintroduire les CGM au Burkina Faso à condition qu'ils soient de meilleure qualité. Voilà, Monsieur le ministre, depuis quelques jours, on assiste à des tiraillements entre producteurs sur les raisons de la baisse de la production cotonnière. Et jusque-là, on n'a pas entendu le gouvernement là-dessus. On vous donne l'occasion de réagir. Merci. En fait, le gouvernement est en train d'analyser avec tous les acteurs dans le coton. Mais il faut se dire que les bilans qui nous parviennent, au niveau de l'Ouest, il y a eu une baisse autour de 13%. Au niveau du centre et de l'Est, la production a été bonne, selon les statistiques que nous avons reçues. Et au niveau de l'Ouest, il semblerait que c'est dû à la mauvaise qualité des intrants, c'est-à-dire l'engrais, les pesticides. Et nous avons quand même approché les premiers responsables qui s'occupent de la commande de ces intrants, qui ont même donné l'information au niveau du public burkinabé, qu'ils ont commandé selon les règles de base, avec l'appui de la recherche. Ça a été dit par la Sofitex, mais nous continuons de voir quelle est l'attitude qu'il faut prendre. Nous avons, à notre niveau, au niveau du ministère de l'Agriculture, demandé à faire des prélèvements, des échantillons pour essayer d'analyser et donner quand même une réponse s'il y a eu un problème, qu'on puisse vraiment le résoudre, pour que les années à venir, il n'y ait plus ce genre de problème. Mais le gouvernement quand même se penche sur la question parce qu'il s'agit de la première production de notre pays pour production d'exportation. Nous sommes le premier producteur de l'Afrique en matière de coton et nous comptons quand même garder cette place. Et s'il y a des problèmes, le gouvernement est tenu à rechercher les solutions avec tous les acteurs, à commencer par l'AICB, l'association interprofessionnelle du coton du Burkina, qui regroupe les sociétés cotonnières, l'UNPCB et les producteurs de coton en général. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Mais je rappelle que vous étiez là pour parler notamment de la journée des légumineuses qui aura lieu le lundi prochain à Koumbané, dans la région du Centre-Nord. Voilà, et dans la suite de ce journal, la douane burkinabé a fait une saisie exceptionnelle de drogue. Elle a mis la main sur un camion remorque d'immatriculation malienne qui transportait des produits totalement prohibés. Cette découverte est l'œuvre de la direction des enquêtes douanières. Les produits saisis ont été présentés à la presse cet après-midi. On voit cela avec Césaire Carfo et Lassina Sawadougou. C'est une saisie exceptionnelle, comme vous l'avez si bien dit. Nous avons voulu partager cette information à chaud en attendant de pouvoir entrer dans des détails peut-être quelques heures ou quelques jours à venir. C'est un samedi qui va rester dans les annales des douanes burkinabè. Un sac de 26 kilos, des plaquettes de 2 et 3 kilogrammes. C'est le premier constat dans cette prise exceptionnelle issue de ce camion d'apparence vide. Il a fallu le flair et toute l'expérience des hommes de Laurent Blaise Kaboré de la direction des enquêtes douanières pour détecter la présence de ce qui ressemble bien à de la drogue. Le mode opératoire, lui, est digne d'un film hollywoodien. La drogue est dissimulée sous ces plaquettes dans un camion d'immatriculation malienne qui a déchargé des produits alimentaires dans un pays côtier et qui repartait vide. Et pourtant... À vue d'œil, nous allons procéder à la pesée
des colis un à un, d'accord, pour avoir exactement le poids total qui était chargé. Mais quand on regarde à vue d'œil, on peut dire que c'est quelques tonnes quand même. Vous avez vu, c'est tout le long du camion, depuis le bord jusqu'au fond, qui était bien couvert. N'eût été quand même, j'allais dire, le professionnalisme des agents, on n'aurait pas pu aboutir à une telle saisie. Le conducteur et son apprenti ont pris la clé des champs. Les services compétents évalueront la quantité de cette prise et la direction générale entend donner de plus amples informations dans les heures qui suivent. Autre point de l'actualité, la CBH, la coopérative burkinabé de l'habitat, dénonce l'arrêt du chantier des logements sociaux à Bassenko au profit de ses membres. Le premier responsable de cette coopérative accuse le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat qui aurait décidé d'arrêter le chantier sans raison valable. La CBH dit avoir entrepris des démarches auprès du ministère concerné en vue de résoudre le problème, mais les tentatives sont restées vaines. Le point de la conférence de presse avec Konsun Koulibaly et Bouma Ernest Nebi. C'est l'arrêt de ce chantier ici à Bassenko qui est à l'origine de la sortie médiatique de la CBH, la coopérative burkinabé de l'habitat. Un chantier de construction de logements sociaux entamé en janvier dernier par la dite coopérative au profit de ses membres. Et selon son président, l'arrêt des travaux a été suscité par le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme sans raison convaincante. On a signé un protocole d'accord avec le ministère pour la construction de 500 logements. Et notre projet immobilier, on l'a déposé et c'est le premier projet immobilier qui a été approuvé par arrêté au ministère. On a écrit le 27 novembre 2017 pour signifier au ministère qu'on va démarrer la 4e tranche de construction des logements de la coopérative. Et ils ne nous ont pas répondu. Alors que dans le protocole d'accord, à son article 5, c'est précisé que si une des parties fait une correspondance à l'autre partie, la partie qui reçoit la correspondance a 15 jours pour répondre. Au-delà des 15 jours, c'est considéré comme accepté. On leur a dit qu'on va commencer et effectivement on a commencé. Quand on a commencé, et je crois que c'est le 8 février que le ministre, contre toute attente, comme je précise, est passé sur le terrain, dire d'arrêter tout. D'arrêter tout, sinon c'est les bulldozers qui vont venir raser ça. Selon le président de la CBH, aucune raison officielle justifiant l'arrêt du chantier n'a été donnée à la coopérative. Il dit être surpris par ailleurs d'apprendre dans la presse des propos du ministre qui stipule que la coopérative exploite illégalement un site déjà octroyé à des Indiens. Le projet indien, là, c'est un projet et il y a des clauses dans chaque projet. Et c'est un projet de 1000 logements qui a été redimensionné à 700 logements. La première tranche, la deuxième tranche, la troisième tranche des logements de la coopérative, ça fait partie du site du projet indien parce que le projet a été redimensionné à 700 et quelques sur 1000. Mais il reste encore de l'espace. Pour Somi et ses collaborateurs, le site a été bel et bien octroyé à la coopérative par le ministère depuis 2015. Et aujourd'hui, sur les 500 logements à construire, elle a déjà réalisé 140. Et leur souhait aujourd'hui est que cette situation qu'ils qualifient d'incompréhension entre le ministre et la CBH puisse être résolue afin que la coopérative puisse poursuivre son projet de construction au grand bonheur de ses membres. En attendant, des journalistes burkinabés sont mis au parfum des missions et attributions du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Ils ont suivi un atelier qui devrait leur permettre d'être plus à l'aise dans le traitement de l'information sur l'habitat et l'urbanisme. À noter que cette formation organisée à Ouagadougou est la concrétisation d'une promesse faite aux journalistes par le ministre Maurice Dieudonné Bonannée. Le reportage de Pawadrogo, Jean Zongo et Omar Zombri. L'appurement du passif du foncier urbain, le programme national de construction de logements, la planification urbaine, le lotissement et le contrôle des constructions et des aménagements, voici les thèmes abordés. Des sujets d'actualité qui touchent le quotidien des Burkinabés que le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat veut partager avec les journalistes et animateurs pour plus de professionnalisme dans le traitement et la conduite des différentes émissions et productions. Le message que nous aimerions faire véhiculer, s'il n'y a pas d'homme de la presse à côté,
C'est en vain que nous pourrions atteindre en tout cas nos cibles. C'est la raison pour laquelle Monsieur le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat a souhaité que l'on fasse une session de formation pour les journalistes, pour leur permettre de s'aguerrir des terminologies les plus utilisées chez nous. Donc c'est l'une des raisons qui a motivé le ministère à vous inviter à la présente session de formation. À travers cette rencontre, le ministère souhaite travailler en synergie avec les médias, ce qui pourrait susciter leurs intérêts pour la conduite et la promotion des actions du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat afin de dissiper au mieux les inquiétudes et les interrogations des populations. Dans l'actualité également, les organisations syndicales du Burkina Faso ont été conviées ce samedi à un panel à Ouagadougou. Au cours de ce panel, les syndicats ont été invités à se départir des actions pouvant entraver la bonne marche de la démocratie au Burkina Faso. Le syndicalisme responsable, voilà ce que souhaite le comité d'analyse et de recherche syndicale initiateur du panel, Issa Kafando et Maxime Zongo. C'est un panel qui interpelle tous les syndicats du Burkina à se départir de toute action qui pourrait entraver la bonne marche de la démocratie dans notre pays. Car, insiste-t-il, il n'y a pas de syndicat sans démocratie et il n'y a pas de démocratie sans syndicat. Vous savez que la démocratie n'est pas totalement achevée au Burkina Faso et même dans c'est une quête permanente. Il faut la construire. Mais aussi, pour la construire, il faut éviter certaines pratiques qui peuvent la mettre en cause. 3 communicateurs vont sensibiliser ces organisations syndicales sur les méfaits des comportements inciviques qui, selon eux, sont une menace pour la démocratie. Toujours selon ces conférenciers, certains syndicats burkinabés s'adonnent depuis un certain temps à des pratiques peu recommandables. Quand un syndicat affirme que le salut du peuple ne passera pas par les élections, cela veut dire clairement qu'il y a une remise en cause du processus démocratique au Burkina Faso. Et nous estimons qu'en tant que syndicat, il ne nous appartient pas d'aller au-delà de la volonté de l'ensemble des 18 millions d'habitants qui veulent la démocratie. C'est pour cela que nous disons qu'il faudrait que les différents syndicats puissent s'afficher clairement. Si on veut faire de la politique, et qu'on ne veut pas de la démocratie, qu'on le dise. C'est très facile d'accuser quand on n'est pas au pouvoir, mais quand on exerce le pouvoir aussi, c'est pas facile d'apporter des réponses. Et même à l'échelle associative ou syndicale, si on vous demande d'apporter des réponses à tout, c'est très difficile. Donc si on a cette responsabilité, si on intègre ces paramètres-là, on sera beaucoup plus pondéré, beaucoup plus modéré, un peu dans les revendications. Ces syndicats vont servir ainsi de relais aux autres travailleurs et des organisations syndicales absentes à cette rencontre. Ce panel est organisé par le comité d'analyse et de recherche syndicale du Burkina. Intéressons-nous à présent au nouveau Code général des impôts qui a fait l'objet d'une formation à Ouagadougou. Les bénéficiaires de cette formation sont les responsables d'entreprises installées au Burkina Faso. Le cabinet CFA Afrique qui a assuré la formation leur a expliqué les incidences financières du nouveau Code général des impôts adopté en 2017. Adama Guiti et Vincent Tchendrebego. Des directeurs généraux, des responsables financiers et juridiques d'importantes entreprises réunis en séance de formation. Initiative du cabinet CFA Afrique, conseil et fiscaliste associé, cette formation a pour but de décrypter et d'expliquer le nouveau Code général des impôts du Burkina. Un code qui a l'avantage de réunir l'ensemble des dispositions fiscales applicables au Burkina Faso et par ailleurs a procédé dans le cadre donc de cette codification à des ajustements sur la législation fiscale applicable au Burkina Faso. Le nouveau code induit des changements importants sur certains impôts tels les UTS et la TVA. Pour les participants, la formation est l'occasion pour mieux cerner l'incidence de cette nouvelle loi. Avant, l'activité de télécommunication dans son entièreté était considérée, notamment quand vous émettez un appel, c'était considéré comme une livraison des biens, au même titre que l'eau, l'électricité, le gaz. Mais avec le nouveau code, ce n'est plus le cas. La communication ou la télécommunication est considérée comme une prestation. Et donc, du coup, il y a pas mal de conséquences. Surtout, le local, il n'y a pas de problème, mais vis-à-vis de nos prestataires étrangers, c'est l'augmentation du coût de la communication. On nous a bien situés concernant les RTS.
les retenues à la source, et à savoir que nous, les compagnies minières, là, à savoir est-ce qu'on pouvait continuer à bénéficier de la réduction de 10% sur les prestations qui nous sont offertes par des sociétés non résidentes. Le nouveau Code général des impôts a été adopté par l'Assemblée nationale en décembre 2017 et promulgué la même année. Il devient désormais le référentiel du dispositif fiscal burkinabé. Les enseignants de l'École nationale de santé publique améliorent leurs connaissances dans le domaine des sciences infirmières et obstétricales. Depuis hier à Ouagadougou, ils suivent une formation sur le sujet et ils devront en sortir avec de nouvelles compétences et être en phase avec les exigences de l'Organisation ouest-africaine de la santé. Le lancement de cette formation des enseignants de l'NSP a été présidé par le ministre de la Santé. Le reportage de Roger Kam et Nathalie Sawadgo Nabaloum. L'École nationale de santé publique de Ouagadougou se conforme au système licence, master, doctorat dans le domaine de la santé. Pour cette première, 207 enseignants permanents sont inscrits pour prendre part à la formation de master en sciences infirmières et obstétricales. Lors de la déclaration de politique générale de son Excellence le Premier ministre Paul Kabathieba, il avait annoncé clairement l'universalisation de la formation à certains niveaux dans les écoles professionnelles. Le secteur de la santé s'engage dans cette voie avec ce qui vient d'être lancé, la formation à un niveau master et sans doute doctorat des enseignants et rapidement le recrutement des infirmiers, des sages-femmes et des maïticiens qui ont le niveau bac pour leur donner maintenant une formation de niveau licence, pour qu'à la fin, ils aient une licence professionnelle d'exercice du métier d'infirmier, de sage-femme ou de maïeuticien. Cela, bien sûr, va relever le niveau et la qualité de la formation académique et surtout améliorer sur le terrain les produits qui seront livrés dans le système de santé, la qualité des soins et la sécurité des patients. Pour la directrice générale de l'établissement, c'est un rêve qui se concrétise. Actuellement, nos enseignants permanents ont un niveau qui n'était pas très élevé pour leur permettre de prester au niveau universitaire. Mais avec cette formation, ce renforcement des compétences de nos enseignants, ils pourront effectivement avoir le minimum, le master, ce qui va leur permettre d'enseigner au niveau universitaire. Une formation qui a été rendue possible grâce à l'appui de la Banque mondiale et de l'Organisation ouest-africaine de la santé. Elle sera dispensée par l'Institut de formation et de recherche interdisciplinaire en sciences de la santé et de l'éducation en partenariat avec l'Université du Québec. Autre point de l'actualité, la foire de valorisation des déchets plastiques se tient depuis hier à la Maison de la Femme de Ouagadougou. Cette foire se tient à l'initiative de l'Association professionnelle des entreprises de valorisation des déchets plastiques. Le thème de cette année porte sur les risques sanitaires et environnementaux liés à la prolifération des déchets plastiques. Alidou Badini et Oumou Sissi. Ces produits exposés ici à la Maison de la Femme de Ouagadougou sont faits à base de déchets plastiques. Une initiative de l'Association professionnelle des entreprises de valorisation des déchets plastiques et ferrailles. Elle entend lutter fermement contre le péril plastique au Burkina Faso. Nous avons constaté qu'il y a des initiatives, mais de façon dispersée. Les gens n'arrivent pas à se réunir pour montrer ce qu'ils savent faire et présenter les difficultés qu'ils rencontrent dans ce qu'ils savent faire aussi. Donc c'est en ce sens que nous avons essayé de réunir les différents acteurs des différentes provinces pour qu'ensemble nous puissions réfléchir et voir, partager les expériences que les uns et les autres ont pour voir comment préserver notre chair, notre environnement. Cette activité soutenue par le ministère en charge de l'environnement va permettre aux acteurs d'échanger sur les risques sanitaires et environnementaux causés par les déchets plastiques. Aujourd'hui, tout le monde le sait très bien. Pour qu'il y ait développement, il faut qu'il y ait la santé. Pour qu'il y ait la santé, il faut que l'environnement se porte bien. Si l'environnement va mal, naturellement nous irons mal. Et si nous allons mal, il n'y a pas de développement.
et voir donc des structures, des partenaires sociaux de ce genre, des associations très bien organisées qui travaillent à valoriser naturellement les déchets. Il n'y a rien de tel que de les encourager. Toute initiative de la jeunesse allant dans le cadre du volet sanitaire, du volet de la protection humaine et de l'environnement, je pense qu'il est vraiment engagé dans ce sens. Et donc ce sont ces éléments qui ont motivé son choix de bien vouloir parrainer cette activité. La deuxième édition de la foire de valorisation des déchets plastiques regroupe environ 70 acteurs venus de Bobo-Dioulasso, Koudougou, Kaya et Waïgouya. En actualité culturelle, les commissions de la 19e édition de la Semaine nationale de la culture ont été installées hier à Bobo-Dioulasso. Les membres de ces commissions ont été installés par le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme. La cérémonie a également servi de cadre pour la sélection et la présentation du logotype de la SNC 2018. On voit cela avec Drissa Traoré et Ali Traoré. C'est officiel. Les 1 coordination et 18 commissions sont connues. Elles seront chargées de conduire cette 19e édition de la Semaine nationale de la culture à bon port. Pour entamer ce combat, les différents présidents des commissions reçoivent ici leur lettre de mission des mains du ministre en charge de la culture. Ils sont déjà à pied d'eux parce que avec la direction générale de la Semaine nationale de la culture, ils sont en train de travailler depuis quelques temps afin de rattraper effectivement le retard dont effectivement a parlé le ministre. Parce qu'il s'agit ici de faire en sorte que cette 19e édition de la Semaine nationale de la culture soit particulièrement en tout cas une réussite. Le temps passe très rapidement et cet événement est un événement d'une importance capitale dans l'action du gouvernement. C'est leur traduire alors tout l'encouragement, tout l'accompagnement du gouvernement afin que du 24 au 31 mars 2018, Bobo et la région soient véritablement en très grande fête. À cette cérémonie, le logotype de cette SNC a été retenu. Sur les 22 offres, c'est ce logo de Aubin le Bon Animal qui a le plus séduit. Ce logotype en fait reflète le thème de la présente édition qui est de sauvegarder les valeurs culturelles. Donc c'était le défi pour moi, c'était de faire un logo en tout cas simple et qui va refléter ce thème. Donc on voit une main de doyen qui est en train de remettre l'ensemble des valeurs culturelles là, qui est reflété autour du bénéré que vous allez voir, en tout cas à la jeune génération. Donc la transmission de ces valeurs-là, des doyens à la jeune génération, c'est l'option pour moi idéale pour sauvegarder nos valeurs culturelles. Et c'est aussi l'objectif des différents acteurs à travers l'organisation chaque 2 ans de cette grande messe culturelle. Toujours à Bobo-Dioulasso, le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme a visité quelques sites. Parmi les sites visités, la mosquée de Dioulasso-Ba et la cathédrale de Bobo-Dioulasso, 2 sites qui ont besoin d'être réhabilités. Le ministre Abdoul Karim Sango a pu s'enquérir de l'avancement des travaux et de la mobilisation des ressources. Karim Ilboudo, Siriki Milogo et Ahadi Sandamba. Le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme à la grande mosquée de Dioulasso-Ba en pleine réhabilitation. Ici, Abdoul Karim Sango s'imprègne de l'état d'avancement des travaux avec les membres du comité de pilotage du projet. Autre lieu, autre réalité. À la cathédrale Notre-Dame de Lourdes, le ministre constate l'état de vétusté de l'édifice. Si à la grande mosquée de Dioulasso-Ba, le premier responsable de la culture et du tourisme constate un bâtiment en plein chantier, à la cathédrale Notre-Dame de Lourdes, l'heure est toujours à la mobilisation des ressources. Ces édifices, comme vous en doutez très bien, n'appartiennent plus à la ville de Bobo-Dioulasso. Elles font partie, elles ont été identifiées et classées comme étant des éléments du patrimoine culturel national. Et c'est donc dans ce sens que le gouvernement essaie d'apporter sa contribution, évidemment, pour la rénovation de ces infrastructures qui aussi ont une dimension touristique. La réhabilitation de la mosquée de Dioulasso-Ba nécessite 500 millions de francs CFA. Pour ce qui est de la cathédrale Notre-Dame de Lourdes, 760 millions sont nécessaires pour sa rénovation. Et de ces lieux de culte, Abdoul Karim Sango s'est ensuite rendu au mausolée Gimbi Ouattara.
Les FAMA, les Faso Music Awards auront lieu le 3 mars prochain à Koudougou. C'est une cérémonie de distinction des meilleurs professionnels de la musique, mais aussi une cérémonie de promotion des artistes émergents. Le comité d'organisation des FAMA a dévoilé le programme et la liste des nominés au cours d'une conférence de presse hier à Ouagadougou. Nongba Kouda et Zoubavier David Dabiri. Les professionnels de la filière musique seront à l'honneur le 3 mars prochain à Koudougou, à la faveur de la 5e édition des FAMA, les Faso Music Awards. Et cette année, l'événement se tient avec des innovations, les FAMA Off. L'objectif des FAMA Off, c'est permettre à des artistes émergents de s'exprimer à la veille des FAMA, de la cérémonie officielle de récompense. Il y a ce partenariat qui existe désormais entre le COFAMA et le festival de Divo en République de Côte d'Ivoire. Ce partenariat-là va permettre aux artistes ivoiriens, la liste est là, qui viendront donc prester pour les FAMA Off. On cite entre autres la chanteuse Rachel Dadier, il y a Nikwes, il y a aussi Lumière du groupe Tronic. La liste des nominés a également été dévoilée à cette conférence de presse. Producteurs phonographiques, réalisateurs de vidéoclips, promoteurs de spectacles, artistes, journalistes culturels, animateurs sont entre autres les nominés par catégorie. Ces derniers seront récompensés par des trophées et des attestations. Il y a 3 noms par chaque catégorie et le jury maintenant va, en fonction des données, en fonction des éléments de ces 3-là, le jury va statuer pour désigner un lauréat dans chaque catégorie. Et c'est le jour-là, le 3 mars-là, que nous allons connaître qui est lauréat de telle ou de telle catégorie. Une cérémonie de remise des trophées, des causeries musicales sur le thème médias et promotion de la musique, une caravane des stars sont entre autres les activités au programme de cette 5e édition des FAMA. On termine ce journal avec un mot de l'actualité à l'étranger. En Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa tourne la page Zuma et promet un nouveau départ à son pays. Dans son premier discours prononcé hier soir, le nouveau chef de l'État dit sa détermination à éradiquer la corruption qui a d'ailleurs emporté Jacob Zuma. C'était un discours très attendu, qualifié par certains de plus important depuis la présidence de Nelson Mandela. Escorté jusqu'au Parlement sud-africain, Cyril Ramaphosa, le tout nouveau chef de l'État, devait donner sa première allocution. Un discours sur l'état d'une nation minée par la corruption et le chômage. Nous sommes déterminés à construire une société décente et intègre, qui ne tolère pas le pillage des ressources publiques ou le vol par des criminels en col blanc, des économies, des gens ordinaires. Des paroles qui résonnent tout particulièrement dans la bouche de cet ancien syndicaliste reconverti en entrepreneur. Si son arrivée semble susciter un peu d'espoir en Afrique du Sud, le temps joue contre lui. Il n'a qu'un an jusqu'aux élections générales d'avril 2019 pour prendre en main l'ANC, faire reculer un chômage et une pauvreté endémique parmi la population noire, s'il ne veut pas être défait dans les urnes. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 22h30 avec Sanoua Christine Koulibaly. Merci de votre fidélité à la RTV.